Au début vint l'Église. De sauvages, elle faisait des hommes civilisés, de païens, elle faisait des enfants de Dieu. Elle apportait le progrès. Tous venaient au nom du progrès, les explorateurs, les militaires, les commerçants européens, auxquels les missionnaires emboîtaient le pas, poussés par un même esprit de conquête. La conquête des âmes. Leur mission étant d'apporter le Christ jusqu'au bout du monde. C'est ainsi qu'ils arrivèrent ici, au Togo. Premiers missionnaires et premiers colonisateurs du Togo, les Allemands. Puis, après 1918, les Français, qui en 1960 octroient au Togo son indépendance. La supériorité de l'homme blanc était évidente. Il possédait sans doute des secrets que les Africains n'avaient pas su découvrir. Sans doute avait-il aussi des fétiches plus puissants, la croix, les images des saints, une sorcellerie plus efficace. Celui qui les acceptait et se faisait baptiser devenait presque l'égal du blanc, sinon sur terre, du moins au ciel. Il s'élevait au-dessus de ses frères païens. L'Église faisait de lui un être supérieur. Fréquenter l'Église était synonyme d'ascension sociale. Puis vint l'école, installée tout d'abord par les missionnaires. Nouveau progrès. L'école permettait d'accéder à la connaissance des Blancs, de comprendre les mystérieux fondements de leur pouvoir. Et à l'école, les petits Africains apprirent en effet bien des choses. Que leurs ancêtres étaient des Gaulois, que le diable est noir, que le péché l'est aussi, que la Vierge est blanche, comme la vertu, tout ce qui devait les aider à devenir de sages colonisés. Enfin, l'indépendance arriva. À cette occasion, la puissance coloniale fit don à sa colonie de nombreuses institutions qui sont indispensables à un État moderne. Les colonisés acceptèrent de tout cœur et les mains jointes. La mère patrie ne leur donnait-elle pas tous les instruments du progrès? Et de loin, le plus bel instrument, c'était l'école. L'école doit devenir le moule de la nation, une nation regroupée au hasard des conquêtes coloniales. Avant d'entrer en classe, les enfants chantent l'hymne national en français. Leur patriotisme qui s'exprime dans une langue étrangère doit servir de ciment au nouvel État. Glorifié, l'État devient la patrie. La patrie est un Dieu laïque dont l'école sera le temple. Quand ils ne chantent pas l'hymne national, les enfants chantent le général Eyadema qui incarne la patrie. Du moins ce chant est-il dans la langue que les enfants parlent entre eux, dans leur famille, dans la rue. Lorsqu'ils entreront en classe, c'est en français qu'ils devront parler. De ce point de vue déjà, l'école est un corps étranger à la société. L'enfant apprendra dans une langue et vivra dans une autre. Les choses enseignées appartiendront seulement à ce monde abstrait qu'est l'école. Les choses vécues seront inexprimables, la langue de tous n'étant pas celle de la connaissance. Un vraisemblable effort pour des enfants de 6 ans d'apprendre le français avant de recevoir dans cette langue qui demeurera une langue étrangère l'enseignement d'autres matières et par-dessus le marché, les matières qui sont enseignées en France. L'élève va
Les résultats sont évidemment déplorables. Redoublement, abandon. Même pas 10% de ces enfants obtiendront un certificat d'études primaires. L'école produit essentiellement des déchets scolaires. La moitié des enfants en âge d'être scolarisés restent dans la rue. Pas assez d'écoles, pas assez d'enseignants. Les États africains consacrent pourtant, selon les pays, de 20 à 30% de leur budget à l'enseignement. C'est excessif pour un pays du tiers-monde et c'est pourtant insuffisant. Mais l'école a un monopole d'enseignement. Tout le monde s'incline devant ce monopole. Si bien qu'ont disparu les mécanismes qui assurèrent, dans l'Afrique précoloniale, la diffusion de la connaissance dans le corps social. C'est à peine si les vieux osent encore livrer aux jeunes le fruit de leur expérience, puisqu'ils ne sont pas allés à l'école. Trop cher pour être démocratique et ouverte à tous, l'école condamne ses enfants à être des déchets sociaux. Mais si elle coûte trop cher à l'État, elle ne coûte rien, paraît-il, aux familles. En réalité, elle coûte à tous les citoyens puisque tous les citoyens paient un impôt. Elle coûte toujours un peu aux parents. Et les prive des innombrables services que rendent les enfants dans les milieux les plus pauvres. Elle impose ses horaires à toute la famille. Les jours de marché, on a besoin des enfants, comme on a besoin d'eux à la campagne au moment des récoltes. En définitive, la gratuité profite surtout aux parents qui ont déjà des moyens, à ceux qui enverront toujours leurs enfants à l'école, aux gens riches qui vont faire payer à la nation entière l'éducation de leur progéniture. Fille d'un haut fonctionnaire, Yvette arrive à la fin de ses études secondaires. Elle a pour réussir tous les atouts que donne un milieu bourgeois, un cadre de vie confortable, un certain climat culturel. La promotion culturelle et sociale qu'assure l'école est certes plus aisée pour ceux qui appartiennent à une classe déjà promue. Mais en Afrique, ce n'est pas une classe sociale, c'est une tribu qui se trouve avantagée, celle qui s'est la première convertie au christianisme pour devenir la petite bourgeoisie d'une colonie. Au lieu de favoriser, comme en Europe, la stabilité sociale, le système d'enseignement peut mettre en danger l'unité du pays. Les tensions sociales risquent toujours de dégénérer en antagonismes tribaux. Au Togo, heureusement, tout est calme. Qu'est-ce que vous voulez faire après? J'aimerais bien faire de la pharmacie ou bien n'importe quel métier qui pourrait s'occuper des enfants parce que j'aime beaucoup les enfants. Vous voulez faire ça ici au Togo? Oh non, pas tellement parce que comme j'ai grandi ici, j'aimerais quand même changer un peu de coin pour pouvoir connaître d'autres pays. Mademoiselle, avec vos parents, quelle langue parlez-vous? Vous parlez français chez vous? Oh, à la maison, on parle un peu de tout. Pour elle, la langue de l'école est aussi celle du milieu. L'école offre, dit-on, les mêmes chances à ses fils de manœuvres analphabètes qu'à la fille d'un haut fonctionnaire. Est-ce vrai? Non. Mais l'école le leur fait croire. S'ils échouent dans leurs études, ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Ils seront résignés. Ils accepteront d'être au bas de l'échelle sociale. Gravir l'échelle sociale, c'est donc le but des études. Ces étudiants apprennent par cœur, pour mieux retenir ce qu'ils comprennent mal, un chapelet de mots abstraits dans une langue étrangère. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là?
Je suis en train de lire l'économie sur les pays capitalistes ou l'économie de marché. Le caractéristique du capitalisme. Ce qu'ils révisent, ils ne peuvent nous le résumer. Ils doivent tout lire, tout haut. En Afrique, plus encore qu'en métropole, on n'apprend pas pour mieux comprendre, on bûche pour décrocher le diplôme, condition préalable à toute ascension sociale. En fin de compte, tous ces efforts de l'État, des familles, des enfants, quels en sont les résultats? Dans les villages et les petites villes d'Afrique, les rudiments de connaissances qu'apporte l'école primaire ne servent à rien. Ici, inutile même de savoir lire, car il n'y a rien à lire, pas même un journal. S'ils demeurent dans leur milieu analphabète, les enfants retournent peu à peu à l'analphabétisme. Ou alors, ils fuient le village et un travail qui leur paraît désormais inférieur à celui qu'ils pouvaient espérer. À quoi a servi l'école? L'inadaptation de l'enseignement a incité les responsables de l'éducation à modifier les programmes. Dans certains pays, a été mise en place une école adaptée au milieu rural. Elle vise surtout à empêcher que les enfants de paysans ne songent à devenir autre chose que paysans. Au Togo, il s'agit seulement de rappeler aux élèves que le travail de la terre n'est pas indigne d'un intellectuel. Vous avez cru que les chiens étaient grands, qu'on ne pouvait pas terminer? L'attitude des maîtres semble pourtant démontrer le contraire. Quant aux enfants, ce travail manuel risque de leur paraître d'autant plus insupportable que le champ qu'ils cultivent appartient aux maîtres d'école. L'école prétend préparer l'enfant à entrer dans la société. Mais quelle société? Dans les sociétés africaines, toutes les traditions favorisent la solidarité du groupe. L'école, elle, s'occupe des individus, excitant entre eux l'esprit de compétition. Les jeunes Africains sont donc modelés pour entrer dans une autre société que la leur, dans une société de type occidental, où la réussite est individuelle, implique une lutte, une victoire sur autrui. Aujourd'hui sont proclamés les résultats de la première bataille entre les membres d'un même groupe, celle du certificat d'études primaires. Le deuxième, le septième, numéro 104, Alonso Pierre. Cette école qui donne des bonnes et des mauvaises notes, qui crée des supérieurs et des inférieurs, parviendra-t-elle à détruire la société africaine ou à créer deux sociétés superposées qui s'ignorent? Monsieur Amagan est professeur d'allemand à l'université de Lomé. Il est venu dans ce village où il a de la famille, car il fait partie d'un groupe d'intellectuels qui veulent maintenir le contact avec l'autre société. Il sait que l'école, plus encore que le lycée et l'université, creusent un fossé entre les intellectuels et leur milieu d'origine. Il l'explique en allemand, langue que comprennent les vieux qui allèrent à l'école avant 1918. Es gibt ja sicher eine Kluft, denn die gebildeten Leute sind ja nur eine Minderheit und die große Masse. Il existe, c'est certain, un fossé profond parce que les gens instruits sont une minorité et que la grande masse reste inculte. Et ce fossé est difficile à combler. La masse tend à considérer les gens instruits comme des orgueilleux, des riches, et les soi-disant instruits ont un certain mépris pour la masse. Das heißt, die sogenannten Gebildeten schauen manchmal auch ein bisschen verachtungsvoll auf die anderen. Das stimmt auch. Ja, und schämt man sich eigentlich? Est-ce que l'on a honte de sa culture d'origine? Es ist ja so, es ist verschieden. Denn es gibt manche Leute, die nicht Cela gerne dépend. zu ihrem Dorf zurückgehen. Es ist ja so, wenn man Mais en fait, beaucoup de gens n'aiment pas revenir au village parce que, quand on y retourne, il faut tenir compte des coutumes traditionnelles et beaucoup n'aiment pas cela. Und manche Leute tun das nicht gerne. Ich glaube, da muss man eine Kluft sehen. On peut vraiment dire qu'il y a un abîme et aucune compréhension entre ceux qui sont demeurés au village et les autres. Die anderen, die ersten nicht, sodass es tatsächlich eine Kluft gibt. Un intellectuel occidentalisé ne peut même plus comprendre que ces hommes ne sont pas des ignorants, qu'ils savent autre chose, qu'ils sont porteurs d'une autre culture. Rituel païen.
Ces rites expriment les valeurs sur lesquelles repose la société africaine, solidarité et entraide à l'intérieur du groupe. Ils enseignent le respect de tous les éléments, vivants ou inanimés, un monde qui est un tout, car le monde est esprit, il est Dieu. Aujourd'hui, tout se passe comme si la culture ne pouvait venir que d'Europe. Ces valeurs ne sont pas enseignées à l'école, elles n'y sont pas expliquées. Les jeunes les oubliant, elles ne peuvent plus se sublimer, devenir projet et action. Et les rites se sclérosent, piétinent. Les églises, elles, progressent lentement, prêtant main forte à l'école, profitant du décrochage intellectuel que celle-ci provoque chez les enfants. Elles cherchent à accroître le nombre de leurs fidèles et acceptent des compromis avec les cultes locaux. Tolérance qui sert moins à intégrer la réalité africaine qu'à consolider leur position. Cette procession va au-devant d'une autre qui semble sortir de chez le féticheur ou d'une séance de vaudou. Les églises participent, tout comme dans le passé colonial, à la dynamique conquérante du monde occidental. Elles préparent le terrain au travail des entreprises économiques et politiques de ce monde qui, depuis des siècles, tentent de détruire la civilisation africaine. Les églises chrétiennes ne sont pas seules à jouer ce rôle. Dans tout le nord du pays et de l'Afrique noire, c'est aujourd'hui l'islam qui progresse, laissant présager une autre pénétration. L'Afrique est cernée de toutes parts. C'est un peu le spectacle d'une défaite que donne cette foule joyeuse, se rendant à l'église des Blancs, avec tous les objets de la vie, ceux d'anciennes pratiques, jusqu'à la poule qu'on sacrifie pour obtenir la protection des fétiches. L'association entre l'église et l'école est ici parfaite puisque deux salles de classe, en se réunissant, se transforment en chapelle. Et la chaire du maître d'école devient celle du pasteur protestant. Une double formation, intellectuelle et religieuse, peut-elle résoudre le problème qu'élude l'école laïque, celui de l'incohérence à laquelle est condamné le jeune Africain? De l'école, l'enfant reçoit un enseignement qui ignore le milieu. Mais de son milieu aussi, il reçoit un enseignement, car la famille lui transmet ce qu'elle sait ou croit, et qui est évidemment sans le moindre rapport avec ce qu'apprend l'école. Entre ces deux enseignements, l'enfant ne peut établir lui-même de lien. Il vit dans deux mondes parallèles, souvent contradictoires. Mais si les églises parviennent à inculquer aux adultes les valeurs que propage l'école, il n'y aura plus de contradiction entre l'enseignement de l'école et celui du milieu familial. Alors, il n'y aura plus d'Africains, mais seulement des Européens à peau noire. Quand les élèves de l'école évangélique organisent une séance de tam-tam pour montrer qu'ils savent encore en jouer, ce sont les tout petits enfants non scolarisés qui en deviennent les vedettes. La danse en Afrique. Art collectif, mais totalement vécu par chaque individu. Don de soi au moment présent, elle exprime une volonté d'être et rien de plus. Mais être, pour l'Africain, cela suffit.
Cette explosion de vie, il faut la domestiquer. Ce à quoi s'emploie l'école, où les petites filles apprennent des rondes enfantines convenables, civilisées, comme en Europe. Pagna, étudiant à l'université de Lomé. Quand il arrive dans son village natal, les enfants l'admirent. Ils le jalousent un peu aussi. Il est le seul jeune du village qui puisse se permettre d'aller à l'université. Sa famille a de l'argent, son père est un notable, un homme influent, et Pagna a eu droit à une bourse. À chaque coin de rue, Pagna rencontre des parents, oncles, cousins, beaux-frères. Pagna embrasse sa mère. Occidentalisé par ses études, Pagna ne semble pas s'être éloigné du milieu dont il est issu. C'est avec beaucoup de naturel qu'il retrouve les siens. Il retrouve aussi les coutumes. Chaque fois qu'on revient d'un voyage ou d'un long trajet, il faut remercier les ancêtres, même Dieu, de nous avoir guidés sains et saufs pendant le voyage. Puis on verse un peu d'eau sur le sol pour les remercier. Puis vous devez en faire autant, vous aussi, puisque c'est la même chose. Et voilà Didier qui prenait le son, obligé d'entrer dans l'image. Que pense Pagna de ce que lui a apporté l'école? Actuellement, quand on cherche, même à l'école, on s'aperçoit que cette école finalement ne nous apporte pas les éléments pour connaître les valeurs de l'Afrique et qu'au contraire, ça nous éloigne de plus en plus de nos vraies valeurs africaines. Et finalement, notre passé recule de plus en plus et puis nous, on prend une direction qui est une fausse piste finalement. Vous ne croyez donc pas que l'éducation vous a apporté des instruments pour comprendre votre propre peuple? Peut-être en tant qu'élément de synthèse, on peut essayer de comparer, mais c'est que les deuxièmes éléments pour comparer nous manquent, c'est-à-dire les vraies valeurs finalement. On n'a pas ça pour pouvoir comparer avec les valeurs qu'on a à l'école. Le père de Pagna, chef coutumier, roi de quelques villages. Il veut poser avec ses attributs royaux. Cette couronne donnée par le colonisateur au petit roi d'Afrique nous renvoie l'image de nos emblèmes dérisoires, ceux dont nous affublons le pouvoir. D'abord gêné à l'idée que des étrangers puissent se moquer de cette scène, Pagna a ensuite voulu en prendre lui-même la photo. Il n'a pas honte. Il a compris. Pagna a compris que le problème d'un intellectuel africain est de faire la synthèse de ce que croit le milieu et de ce qu'enseigne l'école. Le progrès ne peut être importé, imposé. Il ne peut ignorer les valeurs auxquelles demeure attachée l'immense majorité de la population. Les étudiants de Lomé. Ils ne sont déjà plus tout à fait des Africains, mais ils ne sont pas non plus des Européens.
des étrangers à leur monde comme à celui qu'ils imitent. On agrandit l'université du Bénin à Lomé. La formation des intellectuels, commencée par la puissance coloniale, est désormais assurée par les jeunes États eux-mêmes, avec une aide extérieure importante en crédit et en professeurs. Beaucoup de Togolais s'inquiètent. Quelques privilégiés ne vont-ils pas faire consacrer par l'université leur droit de devenir une classe dirigeante? Le recteur de l'université justifie ses appréhensions en expliquant les ambitions de la classe intellectuelle. L'université du Bénin a été créée en 1970 pour faire face aux nombreux problèmes qui se posent au Togo, tant dans le domaine culturel que dans le domaine économique et social. Vous savez que le Togo est un pays sous-développé et qu'il se doit de former des cadres hautement qualifiés, capables de prendre en main toutes les destinées du pays, et ceci dans tous les domaines. Voici donc les élites appelées à prendre en main les destinées du pays en tout domaine. En quel domaine? L'enseignement, celui d'une culture étrangère. La médecine, une médecine pour les riches. Le droit français. L'économie, les théories qui expliquent et justifient la position dominante des nations riches. L'architecture, des rêves de béton. Comment les élites formées comme en Europe vont-elles s'insérer dans le contexte d'un pays sous-développé dont les problèmes ne sont pas ceux de l'Europe? Un étudiant présente un mémoire. Le diplôme qu'il va recevoir, que prouvera-t-il? Une seule chose, le parfait conformisme de cet élève avec la pensée de ceux qui le jugent. Le sommet de la hiérarchie décide des conditions à remplir pour gravir la hiérarchie. Mais c'est le colonisateur qui était au départ, au sommet. C'est donc à sa pensée que doivent se conformer les jeunes Africains soumis à la sélection universitaire. Celle-ci dégage ainsi indéfiniment de nouveaux cadres coloniaux. Laboratoire de chimie organique. Ici aussi, on acquiert des diplômes. Ils permettront à ces étudiants de devenir les chefs de ceux qui n'en ont pas et qui pourtant, dans la pratique de leur métier, ont appris souvent plus qu'un étudiant. Mais le diplôme ne prouve pas la formation, il justifie une construction sociale. C'est la nation entière qui paie la formation de ces élites. Mais la vie confortable que mènent les étudiants à l'université ne les prépare guère à servir un pays pauvre. Beaucoup d'entre eux iront chercher en France un emploi hautement rémunéré, l'équivalence de leur diplôme le leur permettant. En ce cas, le Togo aura financé la formation de cadres pour l'ancienne métropole. C'est dans la logique du système colonial. L'Institut d'agriculture de Palimé. Dans tous les pays comme le Togo où la population est essentiellement paysanne et où la production agricole baisse d'année en année, la formation de techniciens de l'agriculture s'impose. Ces étudiants ne deviendront cependant pas des agronomes, ceux-ci continuant d'être formés en France, ni encore moins des paysans. Ils deviendront agents techniques d'agriculture, des fonctionnaires. Dans les bureaux d'un ministère, ils seront les adjoints des cadres supérieurs formés en France. Ou alors, affectés sur le terrain, ils encadreront le paysanat, lui apporteront leurs connaissances techniques. Dans quelle optique? Non, si on le dresse ici, l'autre là-bas. C'est ainsi que nous avons constitué un groupe de 5 personnes, dont M. Tignon-Kwalanta, M. Itamba André, M. Songhai Agba, M. Ketou. Un élève qui vient de participer à une étude sur les moyens dont dispose l'État pour encadrer le paysanat l'explique à ses condisciples. Pour présenter ce que c'est qu'une SORAD. Qu'est-ce qu'une SORAD? D'abord, je vais vous faire l'historique de la SORAD. À l'époque coloniale, avait existé la CIP. Comme je disais, à l'époque coloniale, il faut toujours en revenir à l'époque coloniale, car c'est toujours la même politique. Et en matière d'agriculture aussi. On forge donc ici les cadres administratifs d'une colonie. 34 avait un champ d'action.
Le programme comporte des travaux pratiques. Ce que produit l'Institut est vendu, les recettes étant versées à l'État. Puis l'État affecte des crédits pour le fonctionnement de l'Institut. Système bureaucratique et centralisateur de type français qui présente un inconvénient. Ces jeunes cadres ne s'apercevront pas que la rentabilité de l'agriculture est très faible dans le tiers-monde et qu'elle est toujours décroissante. Le sachant, ils auraient pu comprendre le peu d'intérêt de leurs conseils pour les paysans. Les travaux pratiques leur apparaîtraient pour ce qu'ils sont, une saine gymnastique. D'ailleurs, la production agricole de l'Institut est assurée par des salariés qui sont logés dans ces petites maisons. Quand l'étudiant ne peut ni s'expatrier ni devenir fonctionnaire, il doit briguer un poste dans le secteur privé. Autre manière de s'expatrier. Tous ces entrepôts appartiennent aux grandes compagnies étrangères qui monopolisent le secteur moderne de l'économie. Bien peu de diplômés auront la chance d'être engagés par ces entreprises qui n'offrent qu'un nombre très limité d'emplois. Beaucoup de familles s'endettent pour payer les études de leurs enfants. En fin de compte, l'enfant qui devait les nourrir est sans emploi. Ces femmes qui vont au marché portent sur la tête ce qu'elles ont à vendre, quelques fruits, quelques légumes, presque rien. C'est là l'économie nationale. Les universitaires n'y trouveraient pas de place à la mesure de leurs ambitions. Ils ont été formés pour œuvrer dans une autre société que la leur et dans une autre économie que celle-là. Aussi leur sera-t-il bien difficile de trouver un emploi. Chômeurs intellectuels, beaucoup d'entre eux seront rejetés dans la misère générale. Et ils sont là, devant l'inspection du travail. L'école leur avait laissé espérer une ascension sociale, et les voici noyés dans la masse des chômeurs analphabètes. Le seul débouché assuré pour l'école et l'université, c'est en fin de compte l'école et l'université elle-même. Le système s'auto-entretient. Ces futurs professeurs d'allemand font partie de cette élite qui formera l'élite. Dass wir zur Elite gehören, ja, hier, wir zusammen hier. Que nous fassions partie de l'élite, oui, c'est certain. Et dans le futur, nous deviendrons tous, je pense, professeurs d'allemand. C'est important pour le pays. Was uns angeht, können wir sagen, dass für uns das ist sicher, einen Platz. En ce qui nous concerne, nous sommes sûrs d'avoir un poste. Vous savez que le Togo manque de professeurs d'allemand. Einen Mangel an Deutschlehrer hat. Le ministre de l'Éducation nationale, entouré des autorités provinciales, inaugure aujourd'hui le lycée technique de Sokodé, petite ville au nord du Togo. Ce lycée a été construit avec l'aide de la République fédérale d'Allemagne. L'ambassadeur d'Allemagne en est remercié dans sa langue. Inauguration solennelle. L'école a ses croyants, tout comme l'Église. Elle est la vache sacrée numéro 1 du progrès et à ce titre entourée de vénération. Tous les notables sont là, corps et âme, le corps diplomatique aussi. Les grands moments de l'histoire ne sont pas forcément les plus drôles. Sokodé est à l'honneur, l'ambassadeur d'Allemagne salue toutes les autorités ici présentes. Messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, excellences, messieurs les directeurs du cabinet, monsieur le chef de la circonscription, messieurs les chefs traditionnels et dignitaires, merci pour l'amitié que vous avez fait voir ma femme en permettant de la famille. Mesdames, messieurs les directeurs du collège technique, j'espère bien que vous avez entendu le pluriel quand j'ai dit messieurs les directeurs de allemands et de collège. À l'humour de l'ambassadeur succède la gaieté africaine.
Prendre le Togo pour cadre d'une critique de l'école était en réalité injuste. Car ici, beaucoup plus qu'ailleurs, on est conscient que cette école n'est pas un instrument de développement, qu'elle est au contraire en elle-même un solide verrou au développement. Une école ruineuse qui ne peut être démocratisée, ouverte à tous, qui produit beaucoup trop de déchets, fort peu de cadres, qui construit une société de classe, produit des cadres inadaptés, des ratés, des chômeurs, des déracinés. Mais que faire? Comment réformer l'école, puisque ce sont des produits de cette école, ceux qui bénéficient grâce à elle d'un statut social et matériel privilégié, qui devraient la réformer? Et les réformes peuvent-elles suffire? Puisque c'est l'institution en tant que telle qui ne correspond pas à la société qu'elle doit former. Le Togo se trouve dans la même impasse que tous les pays anciennement colonisés, prisonniers de cette école du diable qui devait leur apporter le progrès. Si les responsables du pays s'interrogent, le peuple aussi s'interroge. Un tam-tam appelle les villageois à se réunir. Une pièce de théâtre va être jouée sur la place du village. La troupe, quelques habitants d'un village voisin. Le texte de la pièce sera improvisé à mesure qu'on la jouera. Le thème a cependant été étudié d'avance, chaque acteur ayant cherché avec son entourage les meilleurs arguments pour étayer le point de vue qu'il aura à défendre. Le metteur en scène, un missionnaire. Le sujet aujourd'hui, l'école. Un paysan revient des champs et demande à sa femme si leur fils Yako a réussi son examen. Le missionnaire rectifie un jeu de scène. Il veut obtenir que les spectateurs prennent parti, qu'ils cherchent d'autres idées, de nouveaux arguments. D'ici quelques jours, certains iront jouer la pièce dans un autre village. Le fils Yako arrive enfin. Il porte à la main son certificat d'études primaires. Il a réussi. Le père affirme que si son fils est intelligent, c'est bien grâce à lui. Et que s'il avait eu lui-même la chance de faire des études, il serait aussi un diplômé. Le frère et la sœur de Yako rentrent des champs. Ils se réjouissent du succès de l'aîné. Mais que va-t-il faire maintenant? Le père estimera d'abord que Yako doit continuer ses études. Les deux autres enfants devant en faire à leur tour. La mère protestera. La famille n'est pas assez riche. Elle-même a besoin de sa fille. Arguments économiques, arguments sentimentaux. Le père finira par conclure qu'en effet, il vaut mieux conserver ses enfants. Demain, tout le monde ira au champ, même Yako. Voici l'oncle de Yako. L'enfant lui demande de plaider sa cause. À quoi servirait d'aller à l'école si c'est pour rester paysan? L'oncle est d'accord. Il faut même que Yako poursuive ses études, qu'il aille chercher en France un bon travail, afin de pouvoir envoyer de l'argent à sa famille. L'instruction des enfants, c'est un placement pour la famille entière. Ces paysans en arrivent ainsi à la conclusion que l'école ne prépare pas les enfants à mieux servir leur société. Elle les amène à fuir leur société. Mais le missionnaire nous avait prévenu. La pièce n'aura pas de conclusion, car personne ne sait s'il faut ou non envoyer les enfants à l'école. C'est que l'école a dénaturé jusqu'au sens de l'enseignement. À cause d'elle, on ne comprend même plus ce que signifie et apporte la connaissance. En faisant renaître de très anciennes pratiques, ce missionnaire ébauche ce que pourrait être un autre système d'enseignement, ici en Afrique, ailleurs encore. Une diffusion de la connaissance dans le corps social tout entier
par la mise en commun de ce que chacun sait et comprend, celui qui a le plus donnant le plus, comme une danse sans fin de la réflexion collective. Il faudrait bien sûr que tombent les murs des écoles comme les barrières dont s'entourent les castes intellectuelles. Il faudrait que la société se remodèle pour permettre des rapports fluides entre groupes, entre individus. Il faudrait que le développement ne soit plus cette copie d'un progrès venu du Nord. Il faudrait